je dirais que Afrique Média a titré qu'elle est accusée. Elle est accusée, effectivement, de faire l'apologie du Kremlin. Alors, ça veut dire qu'on la prend en faute. Hein. Ça veut dire qu'il y a une ligne qui serait dictée par la France. Je vous rappelle qu'au niveau du territoire du continent, la presse, à l'époque des colonies, elle avait pour vocation, notamment, c'était un instrument de domination en Afrique. C'était pas un instrument d'information. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Goûter panafricain. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aujourd'hui aux médias africains. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude entouré de personnes de renom. Aujourd'hui, on a autour de la table Aton. Comment tu vas, Aton? Au tape à tous, hein. Donc moi je vais parfaitement bien, plein d'énergie, toujours prêt à donner. Donc je salue encore une fois tout mon panel bien bas et je leur donne bien sûr le haut tape du jour. Très très bien. Juste en haut à gauche, on a le président d'Africa du Monde, Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut? Oui, très très bien. Merci Thomas, merci à Ton, merci à Jetsu. En tout cas, j'ai la pleine forme, et on va devoir échanger sur un sujet qui est très important. C'est les médias font-ils la guerre? Ouais, très très bien. Là, ça me fait rire à chaque fois, tu es à deux doigts de te tromper sur les prénoms à chaque fois. On voit que tu réfléchis pour trouver les prénoms. Parce qu'il y a tellement de pseudonymes. C'est exact, c'est exact. Et en dernier, en haut à droite, on a Hachensout. Comment tu vas, Hachensout? Alors, merci à Thomas encore une fois. Hein. Je suis ravie donc de vous voir à l'écran, puis surtout de voir qu'actuellement on a des très beaux sujets qui nous permettent effectivement de dénoncer, de réagir assez vite et de poser effectivement notre empreinte en tant que goûter panafricain pour avoir le goût de la recherche, le goût d'être révolté. Très très bien. La révolution, tout de suite les grands mots. Alors, on va démarrer comme d'habitude. Maintenant, on a trois belles parties sur le goûter panafricain. On va commencer avec l'entrée. L'entrée en matière, c'est les sujets d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique ou dans la diaspora, aux Antilles, aux États-Unis? Quelles sont les choses intéressantes que vous avez découvertes sur cette planète? Attends. Ouais, je vais tout de suite rentrer d'un pied dans le plat parce qu'on est tout de suite, donc comme on est panafricain et qu'il y a vraiment des sujets qui nous touchent, c'est le chlordécone. C'est le chlordécone aux Antilles, la fin des investigations vers la fin d'un non-lieu. Je suis assez outré depuis. Alors, le chlordécone, je vais faire juste un panel historique, juste se remémorer tout ça. Dans les années 1970, le chlordécone est introduit aux Antilles. C'est un herbicide, on se bat contre le charançon du bananier. Et l'objectif, c'est d'augmenter la production de bananes dans ces îles. Donc le charançon du bananier étant un ver qui va s'introduire à l'intérieur du bananeraie, il doit être détruit. Pour cela, on utilise un pesticide qui s'appelle le chlordécone. Okay. Et donc, ce chlordécone est fabriqué aux États-Unis et va être bien sûr importé aux Antilles par des dérogations ministérielles de notre fameux Jacques Chirac. Et donc, ça va s'introduire bien sûr dans les années 70 et 80 et ça va être répandu de manière atroce dans toutes les bananeraies. Je rappelle que la production des Antilles, c'est deux productions, la canne et la banane. Et la banane est exportable et la canne, on la boit avec le rhum. Donc, la banane, qui est l'un des produits d'exportation phare des Antilles, donc l'État n'a pas pu se passer de cette source de revenus et va combattre ce charançon d'une manière atroce en dépendant ce qu'on appelle le chlordécone. Ce chlordécone, c'est un pesticide qui va avoir pour objectif, on va s'en rendre compte avec les années et les décennies qui vont suivre, d'être cancérigène et par exemple de donner aux Antillais la palme du cancer
de la prostate, Prostate, du ouais. sein ou autre chose, la panne des cancers dans le monde. Donc c'est destructeur. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que en 2022, là, récemment, qu'il n'y a plus de coupables et que c'est la fin des investigations vers un non-lieu sur ce pesticide qui tue encore des milliers d'Africains en diaspora antillaise. Donc c'est vraiment scandaleux. Ouais, je voulais juste dire mon scandale et dire non à cette fin de non-lieu et que tout crime mérite réparation. Bah, on a remarqué que quand ça concerne une certaine communauté, notamment la nôtre, hein, la communauté noire, il y a très très peu de réparation. Et ça fait On n'a partie de... quasiment jamais eu depuis, on l'avait vu avec Thibault, l'a déjà très largement déjà mis en exergue. On parlait de ça depuis l'esclavage. Hein. L'esclavage, on a vu qui a été réparé, c'est pas les esclaves qui ont été indemnisés, ce sont les esclavagistes. Donc, chose bizarre, encore une fois, on indemnise les esclavagistes, non pas les esclaves. Donc les esclaves sont mis dans la société d'une manière très appauvrie. Et ça continue. On le voit en plus avec aujourd'hui encore avec ce chlordécone. Je ne vais pas passer les moments d'histoire, mais on le voit encore avec ce chlordécone, c'est toujours la même chose. Ça doit s'arrêter. Il nous faut vraiment dans notre société de la justice. Très très bien. On va enchaîner avec Thibaut. Toi, de ton côté, est-ce que tu as des choses que tu as relevées de l'actualité que tu devrais faire partager à la communauté qui nous suit? Oui, il y a deux faits d'actualité. Le premier, c'est le message du président d'Aniba du Burkina Faso, qu'il a fait il y a de cela 3 jours. Parce que dimanche dernier, il y a eu pas mal de morts encore au Burkina Faso, des militaires qui ont été tués par des personnes comme dit djihadistes et tout ça. Donc il a fait une déclaration, mais cette déclaration me paraît un peu inquiétante du point de vue des intérêts des Africains. Pourquoi? Parce que dans sa déclaration, il a beaucoup évoqué le fait qu'ils vont punir ceux qui détournent les fonds, ils vont faire un audit pour essayer de remettre les finances en branle et puis traquer vraiment la corruption. Donc je pense que c'est pas le sujet. Il s'est trompé de sujet. Et il s'est trompé de sujet et il s'est vraiment trompé aussi de moment et de lieu. Le Burkina, comme le Mali et comme l'Éthiopie, sont en guerre. Et lui, il est militaire. Et il nous parle d'audit. Bon, je peux comprendre que un chef d'entreprise parle d'audit ou même un directeur d'hôpital ou même un ministre. C'est-à-dire, bah, tiens, il faut auditer mes actions ou mes projets pour voir ce que ça donne. Mais là, il s'agit d'un pays en déliquescence où il y a eu déjà beaucoup de morts, où les populations civiles comme les militaires sont tuées tous les jours, comme des poulets, et on a quelqu'un qui vient faire un coup d'État récemment, hein, et qui nous parle d'audit. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête de prendre les Africains pour des cons. Et donc, j'aimerais bien profiter de notre podcast pour dire au président d'Aniba de se ressaisir, parce qu'on n'est plus au XVIIe siècle. On est en 2022, où le Burkina Faso est un pays riche en or. Et le Burkina Faso est attaqué parce qu'ils ont de l'or. Et ce or ne va pas dans la poche des populations. Et donc, il est en guerre. Il faut qu'il essaie de changer de stratégie. C'est-à-dire, clairement, il doit trouver d'autres alliés pour, acheter des armes, et c'est militaire. De deux, faire en sorte qu'il sécurise la population et qu'il sécurise les biens de son pays. Et de trois, il doit être franc vers un allié que tous les pays africains aujourd'hui ont tendance à prendre par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, c'est la Russie. Ou bien il y a un axe là qui se dessine, la Chine. Il y a un autre axe, il y a l'Iran. Il y a des pays qui sont ouverts.
la Turquie, même l'Afrique du Sud, l'Angola. Donc je ne comprends pas ce que le président Ganiba est en train de nous faire en ce moment en 2022. Je pense que c'est quand même, il faut alerter. Il faut lui dire, s'il nous écoute là, il a intérêt aussi à nous écouter, c'est de lui dire non, on n'est plus dans un ancien temps où on fait un coup d'État, on arrive, on parle d'audit, on parle des élections dans 2 mois, c'est du n'importe quoi. Les élections, ça veut dire quoi les élections? Est-ce que le pays est sécurisé? Est-ce qu'il a un fichier électoral qui lui permet de faire les élections? Est-ce que tout le monde est éduqué pour savoir réellement la contrepartie des élections? Non, mais il faut arrêter ça. Donc je veux vraiment dire ça parce que c'est vraiment, c'est affligeant de savoir que on est encore dans des jeux vraiment rigolotes. C'est vraiment dommage. Deuxième fait d'actualité, c'est les Africains en Ukraine et en Pologne qui sont encore retenus, qui sont encore pris en otage. Ils sont prisonniers, tout simplement parce qu'il y a une guerre, ils veulent rentrer chez eux, on les empêche de rentrer chez eux. Et une fois qu'ils sont sortis, qu'ils viennent dans les pays européens qui sont limitrophes, ils subissent encore le racisme primaire. Ils n'ont pas droit, comme les autres réfugiés, à être accueillis de façon décente. Ils n'ont pas les transports gratuits comme on le fait pour tout le monde. Ils n'ont pas les titres de séjour qu'ils devraient avoir. Et chose plus cocasse, en France, par exemple, on a délogé des jeunes mineurs qui étaient logés. Et comme les Ukrainiens arrivent, on a délogé ces jeunes pour mettre à leur place les Ukrainiens qui arrivent. C'est-à-dire que les jeunes qui ne sont pas majeurs, qui sont protégés par la loi française et européenne, même le droit international, on les met dehors pour héberger d'autres réfugiés. C'est-à-dire que le racisme est devenu quelque chose de, on va dire, c'est un devoir, quoi, un devoir national. C'est-à-dire qu'on peut, de façon vulgaire, enlever d'autres personnes pour mettre à leur place d'autres réfugiés. Donc j'aimerais dire ici au gouvernement français de pouvoir régler ce problème rapidement parce que nous ne sommes plus, au siècle dernier où on pouvait à chaque fois penser que le noir en fait ce qu'on veut. Non, je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Le droit des réfugiés doit être respecté pour tout le monde. Il n'est pas normal qu'on mette les enfants dehors pour, au prétexte qu'il faut accueillir mieux le blanc qui vient de l'Ukraine. Et là, il faut arrêter ça. Donc, je m'adresse aussi aux Africains pour leur dire que vous ne pouvez pas vivre dans un pays et ne rien faire, ne pas agir par rapport à vos frères qu'on met dehors partout dans les rues sans agir. Donc, nous, on a une responsabilité. Nous devons agir. Ça veut dire quoi? On doit porter plainte contre l'institution qui a mis dehors ces jeunes mineurs. Et ils doivent réparer, comme vient de le dire à temps, réparer, c'est-à-dire, un, les reloger, et deux, les indemniser par rapport aux préjudices à la fois moral et financier, puisqu'il faut dormir, il faut se loger, il faut payer ça. Voilà. Et puis, deuxièmement, le préfet qui observe ça, qui ne fait rien, il va falloir qu'on les démette. Il faut passer à autre chose. Donc voilà un peu les deux faits d'actualité que je voulais évoquer. Très très bien, merci à toi Thibaut. Dernière personne autour de la table pour l'entrée en matière, Hachensout. Alors, moi je vais en entrée présenter un article d'un journal, un quotidien donc chinois, Huangshuanet, donc qui a titré hein, La justice britannique refuse à Julian Assange le droit de faire appel de son extradition vers les États-Unis. Pour rappel, hein, Julian Assange est un lanceur d'alerte, il est le fondateur de Wikileaks et il avait effectivement, dans les années, il y a quelques années, divulgué des informations sur la défense nationale à la suite de torture, hein, d'après ce qu'il a indiqué, notamment par rapport à la guerre en Afghanistan, en Irak. Et ce qui lui arrive est assez dramatique puisque les États-Unis veulent absolument mettre la main sur cette personne-là et en lui refusant effectivement le droit donc de faire appel, c'est programmer son extradition donc vers les États-Unis dans les prochains jours, dans les prochains mois.
Il faut savoir aussi que la France, donc l'Assemblée nationale, et ça, il y a il y a le mois dernier, le 6 février, a voté contre le droit donc d'accorder à Julian Assange l'asile politique. Je trouve que c'est assez lamentable. Donc ça veut dire que plus rien aujourd'hui ne protège donc ce lanceur d'alerte pour pouvoir aujourd'hui se battre et se défendre. Il n'y a rien qui ne le protège aujourd'hui. Tout tombe, hein, même les voix, ses amis, la société civile, les associations, rien n'y fait. On est vraiment face à un véritable pouvoir de domination qui n'a que faire effectivement de la liberté de la presse. Alors, merci à vous d'avoir traité ces sujets d'actualité. On va rester sur ce sujet, la presse, les médias. On va rentrer dans le plat du jour qui concerne les médias, plus particulièrement les médias africains qui sont censés du côté de l'Afrique. Et je voulais revenir tout simplement sur un fait d'actualité qui s'est passé récemment. Ça concerne Afrique Média. Afrique Média qui n'est pas en France, mais qui est voilà, Afrique Média qui est en Afrique et qui traite des actualités africaines et qui a été récemment accusé de faire l'apologie du Kremlin. Là, ce média a récemment eu ces accusations parce que il ne partait pas dans le sens de tous les autres médias qui sont très pro-ukrainiens, qui sont en gros qui sont du côté des Occidentaux, des Français, des États-Unis. Mais eux, ils ont plutôt pris le parti d'avoir un autre regard, d'être plutôt du côté, en l'occurrence russe. Et donc, ils sont accusés de faire cette apologie du Kremlin, car ils ne vont pas dans le bon sens. Pour vous, est-ce que ces accusations sont correctes? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent être accusés de faire l'apologie du Kremlin? Ou au contraire, ont-ils bien fait d'avoir un autre regard sur ce conflit russo-ukrainien? Je vais passer la parole à Aton, et ensuite on va faire le tour, comme tout à l'heure, avec Thibaut et Hachensout. Oui, bien sûr, pour moi, je vais le dire. Est-ce que les accusations sont fondées? Voilà. Les accusations, sont pas fondées. Je soutiens Afrique Média, qui est la seule voix dissidente aujourd'hui, en 2022. Faut soutenir un média. Et je pense que, en le suivant régulièrement, Afrique Média, on voit toutes les vérités qui sont dites à l'intérieur. On ne va pas citer les co-panélistes qui sont là-bas, mais en tout cas, il faut les soutenir d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que les regarder, c'est déjà soutenir. Ensuite, on va rappeler aussi qu'Afrique Média, ils ont sorti pas mal de vérités historiques. Mais je veux juste rappeler pourquoi les médias mensonges sont toujours attaqués. C'est vrai que c'est 5 faits d'armes, qui est de 1. Le premier, c'est cacher les intérêts économiques. On le voit, on le voit pour l'Afrique ou pour les différents conflits qu'il y a dans le monde, ou pour Afrique Média qui les montre régulièrement. C'est cacher les intérêts économiques. On le voit, on peut pas dire qu'on fait la guerre pour le pétrole ou le gaz, donc pour extraire les matières premières, donc on les cache ces intérêts-là et on fait la guerre pour autre chose. Afrique Média en est le témoin. Ensuite, cacher l'histoire. C'est le deuxième fait, c'est cacher l'histoire. Pourquoi ça s'est fait? Ensuite, c'est diaboliser l'adversaire. Le troisième point, c'est diaboliser l'adversaire. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Collomb, et qui dit que diaboliser l'adversaire, c'est vraiment le mettre en exergue, puisque comme ça, on voit ce qui se passe dans la guerre d'Ukraine, par exemple, Russie-Ukraine, on diabolise vraiment l'adversaire. Ensuite, c'est inverser l'agresseur et la victime. Donc, on inverse l'agresseur et la victime en faisant passer la victime pour le coupable et l'agresseur pour le gentil. On le voit souvent si on regarde bien et on analyse bien les médias, on voit bien que c'est ça qui est mis en exergue. Et ensuite, c'est monopoliser la parole, c'est-à-dire qu'on voit que monopoliser la parole et surtout empêcher le débat et les confrontations. Et on le voit bien puisqu'il y a très peu de médias qui sont contre aujourd'hui pour dire faut protéger nos médias, faut protéger les gens, faut protéger nos journalistes, faut parler de Julian Assange, faut protéger en tout cas ces gens qui sont un petit peu d'autre bord. Ces cinq principes de propagande de guerre,
moi je les appelle le MEDI, MEHDI, cacher les intérêts économiques, je les rappelle, cacher l'histoire, diaboliser l'adversaire, inverser l'agresseur et la victime, la victime, et surtout monopoliser la parole. Et c'est ce qui s'est produit, et c'est ce que proposent nos médias mainstream, on va dire, tout le temps. Si on n'avait pas Internet, qu'est-ce qu'on ferait? C'est ça le grand point d'interrogation. Internet a beaucoup changé la donne, c'est clair. Bien sûr. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses de cette situation, et notamment sur Afrique Média? Il y a ton micro, tu l'as éteint. Oui, déjà, j'apporte mon soutien à Afrique Média qui travaille depuis un certain temps de façon efficace à instruire, à donner les bonnes informations à tout le monde, aux Africains en particulier, pour qu'ils soient aptes à pouvoir agir de façon efficace et à ne plus, on va dire, croupir devant cette arme qui est quand même massive et qui détruit beaucoup des nôtres, hein, qui sont un peu téléguidés à travers toutes ces informations. Mais ce que je voulais dire derrière tout ça, par exemple, toujours dans mon livre, L'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite, à la page 214, je dis la falsification permanente de l'histoire par des mensonges. Et cette falsification permanente de l'histoire par les mensonges, il est souvent fait par les médias. Les médias. Et quand je dis les médias ici, effectivement, ce sont les médias européens en général qui passent leur temps à faire de l'habillage. Pourquoi ils font de l'habillage? Parce que ils sont aussi, on va dire, un outil de guerre. C'est un outil de guerre qui, à la fois, prépare psychologiquement les opinions pour qu'ils accompagnent les faits qui vont être accomplis. Deuxièmement, si on n'est pas en état de guerre, ils font tout pour inverser les logiques. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelque chose qui arrive très très souvent, mais on ne le voit plus, mais c'est souvent, on dit souvent de l'Europe et de la Grèce que c'est le vieux continent. Ça, on le dit très souvent, alors que c'est faux. Un continent qui n'a pas vu naître l'être humain ne peut pas être vieux. Mais ça passe, et ça passe dans les médias. Deuxième exemple, par exemple, dans les on va dire, des émissions animalières, par exemple. Vous avez dans les forêts africaines, vous avez un blanc, un Européen, qui va faire une émission sur les animaux. Il filme les animaux, et à aucun moment vous allez voir un humain. C'est-à-dire que les animaux sont là sans les humains. Et deuxièmement, celui qui connaît mieux ces animaux-là serait le journaliste animateur qui vient faire son film avec les animaux. Et l'humain, il est où dans toute cette histoire? Il n'est pas là, il est absent. Alors que les animaux vivent avec les humains, en tout cas dans ces zones africaines. Et on ne le voit pas. Mais ça passe très bien dans les télés, dans ces émissions. Troisièmement, pendant longtemps, on a toujours montré une Afrique un peu famélique, une Afrique un peu miséreuse, une Afrique qui est toujours en train de tendre un peu la main. Et ça, c'est la fabrication des médias qui accompagnent cette logique. Donc du coup, de façon normale, celui qui est en Amérique ou en Europe, mais lui, quand il voit l'image du noir, ben c'est le noir famélique. C'est le noir qui tend toujours la main, c'est le noir qui ne sait pas faire. Et pour qu'il sache faire, ben, il faut lui apporter un blanc, il faut que le blanc soit là, pour qu'il soit bon. Donc, en fait, ils ont créé tout un imaginaire de faux. En fait, je le dis souvent dans nos émissions, mais les médias sont vraiment là pour faire du faux une réalité qui peut être vraie. Donc, ces médias sont vraiment là pour à la fois faire la guerre, comme l'avait dit notre titre, ils font la guerre parce qu'ils sont dans la guerre. C'est eux qui, par exemple récemment, en Ukraine,
On nous a montré des images, des gens qui sont dans la rue, un peu éparpillés partout. Mais à chaque fois, les médias fabriquent ce genre d'images. Ils nous l'ont fait en Roumanie, avec Ceausescu. Ils nous l'ont fait en Irak. Ils nous l'ont fait en Libye. Ils nous l'ont fait en Syrie. On a vu qu'ils peuvent même créer des falsifications. C'est incroyable. Donc, oui. Attends, tu voulais dire quelque chose? Ils peuvent même créer des fausses images, quelquefois, qui peuvent même orienter les téléspectateurs, on va dire, qui sont en Occident, et on le voit souvent, ça. C'est ce que tu dis, je le confirme, en tout cas. Voilà. Donc, du coup, ils font que de la fabrication pour essayer de désinformer au maximum. Là, on parle d'Afrique Média, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les pays européens? Ils ont interdit les médias russes. Russian Today a été interdit. Comment on appelle ça? RT aussi a été interdit. Et donc, ils se plaignent quand, au Mali, par exemple, le gouvernement malien interdise la RFI, c'est tout un tollé. Le président Macron, il est outré de voir qu'on interdit RFI, mais lui-même n'a rien dit quand l'Europe a interdit des chaînes qui sont sur son territoire. Donc du coup, on a une logique qui veut, en fait, on fait passer à la population que les journalistes, les médias sont censés être... ils ont une déontologie, donc ils peuvent être neutres, ils peuvent apporter des bonnes informations. Mais malheureusement, on se rend compte à la pratique, hein, aujourd'hui, on se rend compte qu'il suffit d'ouvrir n'importe quelle chaîne, que ça soit la 15 ou la 16, on se rend compte que tous ceux qui sont assis sur le plateau, ils passent leur temps à mentir. Ils ne donnent aucune information objective. Donc je pense que effectivement, c'est un outil qui a remplacé un peu les missionnaires dans le temps et aussi qui a pris la place des maîtres, des maîtres, des instituteurs pour pouvoir former les esprits des gens vers un autre imaginaire qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est un pouvoir, c'est un pouvoir limite magique qu'il faut. C'est un pouvoir. Ouais, c'est un pouvoir. C'est un vrai pouvoir. C'est pour ça que. Voilà, c'est pour ça qu'on a monté aussi notre média, c'est pour avoir notre pouvoir et pouvoir prendre notre destin en main. Merci à toi Thibaut. Hachensout, qu'est-ce que tu en penses de cette situation avec Afrique Média qui se fait condamner un petit peu Alors Afrique Média, il n'y a pas que Afrique Média, aussi Kémy Séba, Nathalie Yamb, hein, qui a fait la couverture de Jeune Afrique, et Kémy Séba a vraiment fustigé ce journal en disant vraiment qu'effectivement il y avait matière à être révolté. Il y a matière à être révolté. Je voudrais ajouter aussi par rapport à Afrique Média que Afrique Média est montré du doigt par on va dire la France, on va dire oui, ou la France. Elle est montrée du doigt notamment parce que le ministère des Affaires étrangères et puis d'autres autorités, on va dire, estiment justement que ce média-là fait la part belle à Vladimir Poutine. Et ils ont le sentiment qu'il y a une démarche un peu d'adhésion à l'intervention spéciale en Ukraine de la Russie. Et donc, Afrique Média serait pris comme une cible, hein, et pris pour cible justement par la France qui estime que ces médias-là, notamment Afrique Média, devraient s'aligner comme tous les autres médias sur une ligne éditoriale qui serait dictée justement par le ministère des Affaires étrangères. On a matière à s'inquiéter. On est dans un pays qui a quand même voté une loi emblématique. La loi que l'on appelle la liberté de la presse, la liberté de pouvoir dire et de dénoncer, et qu'on ne peut pas effectivement poursuivre un journaliste au motif qu'il a tout simplement exprimé
un fait qui s'est avéré une réalité. Souvenez-vous de Charlie Hebdo, hein, et des caricatures de Mahomet. Toute la France pleurait justement les journalistes qui ont été lâchement assassinés. On est d'accord? Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France a demandé que l'on ferme la télévision russe qui était installée en France. Elle a tout simplement demandé aux journalistes de décarpir, de prendre leurs valises et d'aller voir ailleurs si effectivement l'information se fait elle est meilleure en Russie. Moi, je m'interroge. Lorsqu'il s'agissait en 2014, 2015, on était tous Charlie. Et là, on doit tous être pour une certaine vision de ce qui se passe actuellement du côté de l'Europe, du côté de l'Eurasie, avec ce conflit qui n'arrête pas de faire des morts et de susciter l'indignation et de susciter la réprobation des États-Unis, des Européens. L'Afrique est beaucoup plus timorée par rapport effectivement à se joindre à ce concert donc, des nations. Je dirais que Afrique Média a titré qu'elle est accusée. Elle est accusée effectivement de faire l'apologie du Kremlin. Alors ça veut dire que on la prend en faute. Hein? Ça veut dire qu'il y a une ligne qui serait dictée par la France. Je vous rappelle que au niveau du territoire du continent, la presse à l'époque des colonies, elle avait pour vocation, notamment, c'était un instrument de domination en Afrique. C'était pas un instrument d'information. Elle était volontairement implantée sur les territoires colonisés avec pour vocation d'être réservée à un petit cercle de colons hein, qui s'informaient et qui diffusaient à une élite africaine triée sur le volet, notamment il y avait les métis, d'être informés. Donc il y avait de l'information, notamment économique, hein, sur les parts de marché, sur là où effectivement ils pouvaient faire de l'argent. Donc c'était un réseau qui était entretenu par le biais de la presse. Donc il y a quand même, on va dire, un savoir-faire au niveau de la domination. Parce que je suis à m'interroger sur un point, et je rejoins là un peu Kémy Séba, c'est-à-dire qu'on a un peu les résidus d'un instrument de domination. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la France dicte aux journalistes ce qu'ils ont à dire et comment ils doivent faire leur métier? C'est comme le franc CFA. On a des résidus de la colonisation. Et ça, c'en est un qui est vraiment à dénoncer ici. Voilà. Ok, très bien. Je vais rebondir maintenant sur les autres médias, donc les médias francophones destinés à l'Afrique, comme France 24, Jeune Afrique, RFI, TV5 Monde. C'est quoi votre regard sur ces médias, sur ces médias? Est-ce que vous pensez qu'ils sont de bons médias d'information? Est-ce que vous pensez qu'ils représentent les Africains du monde? Voilà, en reprenant le titre de l'association de Thibaut. Qu'est-ce que vous pensez de ces médias? Attends. Faut juste reprendre qui finance et vous aurez l'information. On va pas aller très très loin, hein. C'est celui qui a le portefeuille qui a l'ordre. Donc c'est clair. Mais je vais revenir sur le truc d'Hatshepsut et ensuite basculer sur la question. Je trouve que à chaque fois qu'il y a une guerre en Europe, ça pue chez eux. Il y a des répercussions chez nous. C'est automatique. Il y aura des répercussions en Afrique. Qu'on le veuille ou non, ces petites guerres qu'on a l'impression que c'est dans les pays slaves là-bas, il y aura des répercussions chez nous. Donc, qu'elles soient médiatiques ou autres, il y aura des répercussions. Donc, ça va sentir mauvais et ça va... Alors, à ton micro, il s'est coupé. Ouais, je viens de couper. Ça va sentir mauvais dans le monde. Mais
Moi, je regarde ça aujourd'hui avec un autre regard. J'ai l'impression que c'est deux lions qui se battent. J'ai l'impression que c'est deux gros lions qui se battent. Ils sont gros, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont costauds, ils ont des fusils, ils ont des armées, ils peuvent se battre, eux, les Russes, et les Européens, les Américains. Et nous, on est la petite gazelle qui regardons qui, va, qui va gagner, en espérant avoir un résultat quelconque. Et on a oublié qu'on était une gazelle, quoi, qu'on était une proie pour ces gens-là. Et qu'un jour ou l'autre, le lion, après s'être battu, là, Il va se retourner sur sa proie. il va retourner sur sa proie. Et la proie, c'est nous. Donc, il faut commencer à se transformer un petit peu, je veux dire, à être un petit peu plus des lions et à être plus combatifs et à être montrer enfin nos intérêts dans ce monde. Parce qu'on est le seul peuple qui ne montreront pas les crocs. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire là-dessus. Et pour en revenir à RFI, France 24, etc., bah non, ce sont pas vraiment ce sont des médias dominés par l'Occident. On voit bien qui les domine, c'est les Bolloré, c'est comment ça s'appelle, c'est des Drahi, c'est des gens comme ça qui dominent ces médias-là. Et donc ça jouera jamais dans notre faveur. Ce sera jamais dans notre sens tant qu'on n'aura pas nos médias à nous, qui sont actuellement des médias qu'on doit dominer chez nous pour une propre production. C'est le discours, on dit que c'est le, tant qu'on n'aura pas les lions, c'est le, enfin il y a un discours qui dit tant que c'est pas nous qui donnons nos propres histoires, on sera toujours racontés à l'extérieur. Très, très belle citation. Thibaut, Il nous faut nos médias. qu'est-ce que tu en penses de ces Oui. médias francophones? Est-ce que tu partages l'avis de Hatton, comme quoi c'est des, entre guillemets, hein, je paraphrase ce qu'il a dit, mais c'est des médias un peu corrompus, c'est-à-dire qu'il y a des têtes pensantes qui sont en haut qui les manipulent, ou penses-tu plutôt qu'ils sont assez crédibles et qu'il faut les écouter? Oui, comme dit Adam, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, c'est le chasseur qui va raconter sa gloire, puisque il dira ce qu'il veut quand il va rentrer, alors que peut-être que sur le terrain de la bataille, et quand il a vu le lion, il a fui. Mais c'est toujours un peu comme ça. Donc les médias que tu viens de citer, en fait, ce sont des médias d'État, hein. C'est-à-dire France 24, RFI et tout ça, ce sont des médias d'État. Donc c'est-à-dire que elles répondent à une ligne éditoriale qui sont de protéger les intérêts de l'État. Donc c'est l'État qui les salarie, c'est l'État qui les paye. Il y en a d'autres qui sont fonctionnaires, il y en a donc il y en a qui bon, il y a beaucoup de, on va dire, d'éléments dans cette histoire qui font que ils n'ont pas tellement cette liberté de presse dont parlait Adessou tout à l'heure. Mais en fait, on est toujours dans un pays à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui sont censés chatoyer ou chatouiller l'oreille. C'est-à-dire que quand on entend ces principes de liberté de presse et tout ça, on aurait pu croire qu'effectivement, ils sont là pour dire ce qui va dans le bon sens pour les citoyens. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que même cette histoire dont je parle, c'est-à-dire les jeunes Africains qui ont été délogés pour faire place aux Ukrainiens, mais les médias n'en parlent pas. Les médias n'en parlent pas. Donc cette liberté, elle est à double vitesse, c'est-à-dire que elle devient liberté que quand ça arrange certains groupes. Sinon, la liberté de presse n'existe pas réellement en Europe. Elle n'existe pas parce qu'on voit bien comment ils traitent les informations quand il y a des guerres, par exemple en Russie, quand il y a la guerre au Burkina Faso. Ils ne traitent pas ça. S'il y avait au monde de la liberté de presse, effectivement, chaque citoyen français, italien aurait su qu'il n'y a pas de café italien, ça n'existe pas, par exemple. Il aurait su que, par exemple, il n'y a pas d'or en France. Il aurait su, par exemple, que pour s'éclairer à l'électricité, mais 80% étant du nucléaire, le nucléaire, cette histoire d'uranium vient du Niger, par exemple. Du Niger, du Mali et tout ça.
Donc, si encore une fois il y avait cette liberté de presse, on aurait su que la France intramuros n'allait pas s'étendre jusqu'à dans le Pacifique, n'allait pas s'étendre jusqu'à dans les îles Mascarines, n'allait pas s'étendre jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Il y a les élections. Aucune presse n'a expliqué que depuis plus de 15 ans ou 20 ans, on fait un système on va dire, d'immigration sur la population. C'est-à-dire qu'on fait partir en Nouvelle-Calédonie avec beaucoup de bonus pour les fonctionnaires blancs d'aller s'installer en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir bouleverser la démographie. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un référendum, ils sont sûrs de maintenir ces pays-là. Ces journalistes qui sont indépendants auraient pu nous donner ces informations pour dire mais tiens, c'est pas normal. C'est pas normal qu'à chaque fois que les pays doivent se déterminer, mais on fait une politique de peuplement, d'immigration pour changer la population. Toutes ces informations ne sont jamais données. Qui parle, par exemple, de ce qui se passe en Guyane? Qui parle des gens qu'on tue en Guyane pour prendre de l'or, des gens qu'on empoisonne pour extraire de l'or en Guyane? Personne. Personne. Qui peut se rendre compte qu'en Guyane, vous avez des populations qui sont complètement démunies, qu'on nomme Bouchinguet, qu'on nomme les Aka. C'est là ils sont censés être, on est censé être en France, puisque au Brésil là-bas, donc Brésil mitoyen de la Guyane, on a des Français de son zone qui auraient pensé qu'au Mayotte, dans les écoles, il y a même pas des sanitaires. C'est quoi? Quel journaliste qui peut pas avoir cette information pour donner ça à tout le monde, pour dire mais tiens, on est dans les départements mais qui n'ont vraiment rien. C'est insensé. Donc tout ça pour dire que les journalistes à l'heure actuelle, il va falloir peut-être changer de mots, de profession, même de changer tout court, parce que en fait ils font partie de l'armée en réalité. Ils font partie de l'armée. Ils font partie des instruments, des outils qui permettent à la fois à l'État, à l'armée, de pouvoir bien véhiculer une information qui, en temps normal, ne passerait pas. Parce que, par exemple, si on dit que Poutine se défend parce que depuis plus de 10 ans, il y a, sous ses frontières, il y a on a installé pratiquement des armes pour détruire. Il y a des laboratoires qui fabriquent des médicaments qui sont à ses portes, enfin des médicaments, des bactéries pour pouvoir empoisonner la population. Mais attends, il y a même des oiseaux des oiseaux migrateurs dont on injecte ces poisons et qui à chaque fois atterrissent dans certains pays, qui contaminent les populations. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste du Monde qui raconte ça. Le Monde étant un journal créé par le général de Gaulle pour agir dans l'intérêt français. S'il arrive à dire ça, et si on donnait ces informations à cette population, je pense que la population, de façon logique, elle dit mais écoutez, qu'est-ce que vous racontez là? C'est quoi cette histoire? C'est pas une guerre, le gars il se défend là, il va le tuer quand même. On a inversé tout ça. Il faut dire mais Poutine attaque l'Ukraine sans même se rendre compte que l'Ukraine, tout ça, faisait partie de la Russie. Et sans même qu'on donne aussi l'information pour dire que, mais durant les deux guerres que la France a vécues, que l'Europe a vécues, ceux qui ont fait reculer à chaque fois l'ennemi, c'est les Russes. Que ce soit en 18 ou en 46, c'est les Russes qui ont fait en sorte que les pays européens puissent avoir la paix et qu'ils arrivent maintenant à vivre un peu tranquillement, sans oublier les Africains qui sont venus aussi les défendre. Donc, nous sommes dans un monde où les médias, malheureusement, manipulent la population, on va dire, tordent l'histoire, racontent ce qui doit passer pour que la population se détourne de l'essentiel. Là, on a les élections. On a les élections bientôt, là, dans pas mal de temps. Quel est le journaliste qui a réellement posé les vrais problèmes de la population française? Quels sont les objectifs?
on va où? Donc c'est dommage que cette profession a tourné le dos à son objectif de base, qui était d'éduquer la population. Parce que j'aime pas trop utiliser le mot information, parce qu'en réalité, c'est comme communication, ça veut dire la même chose, ça veut dire il faut mentir, il faut embellir, dire ce qui n'est pas vrai. Donc il va falloir que nous, maintenant, nous changeons les choses. C'est pour ça qu'on est là, vous êtes panafricain. Nous allons changer les choses. Nous allons donner Un autre regard, un autre prisme. un autre regard, un contenu différent, et faire en sorte que les gens arrivent à prendre des positions claires. C'est ça. Les positions doivent être claires. Hachem Sout? Oui, il y a tellement de choses à dire. Hein. Moi, je voudrais juste faire une sorte de comparaison. On va dire comparaison n'est pas raison, mais bon, on va y aller. Nous sommes, en général, on est plus demandeurs à l'égard des médias qui diffusent une information générale, et on a beaucoup moins d'appétence pour les informations particulières qui n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un emballage, il y a une sorte de packaging, en quelque sorte, de l'information. Elle doit attirer le chaland, comme au magasin. Et cela préoccupe pas tellement les gens de savoir qu'un chien est tombé dans le fleuve, dans la Seine, que comment dernièrement un Malien s'est jeté justement dans le fleuve pour récupérer un chien. Vous voyez la différence? C'est un chien tombe dans la Seine, on n'en a rien à faire. Par contre, un Malien se jette à l'eau pour récupérer un chien. Là, effectivement, en plus, il n'avait pas de papier, donc c'est une histoire. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dessus. Parce que lorsqu'on reprend donc l'ensemble des médias en France, ces derniers jours, il y a beaucoup les lecteurs lisent de l'information sur ce qui se passe en Ukraine. Ils s'informent. Et en quelque sorte, la question c'est est-ce qu'ils sont satisfaits du contenu de l'information? Il y a quand même une interrogation qui se compose ici, et on est en droit de se poser cette question-là. Est-ce que l'information, c'est de l'information? Ou comme vient de le dire Thibault, est-ce que l'information peut être aussi une façon d'éduquer les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs? Il y a aussi de cela. Parce que la question de la fidélité et de la restitution des faits se pose. Parce que qui influence qui et comment il influence? Ça, c'est une vraie question. Parce que Afrique Média a titré il n'y a pas très longtemps le terme soft power. Soft power, ce n'est pas un vain mot. Soft power, qui est le pouvoir doux, est mis en parallèle à hard power. Rappelez-vous la guerre du Vietnam. Les États-Unis ont perdu la guerre, alors que les Vietnamiens, pendant très longtemps, ont été dominés par la France avec l'Indochine, parce que ça ne s'appelait pas le Vietnam à cette époque, ça s'appelait l'Indochine. Ensuite, ils ont été dominés par combattus par les Américains qui, au motif de la démocratie installée dans un pays soi-disant communiste, ont pris le relais des Français, et ils ont perdu la guerre, ils sont partis parce qu'ils avaient perdu la guerre justement de l'information. Parce que les Américains se sont tellement émus du traitement de leurs soldats djihad loin donc de ce pays, dans la jungle vietnamienne, que finalement les Américains ont pris le parti, notamment avec le Koweït, de contrôler l'information et de savoir qui dit et comment il doit le dire. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu les tortures à Abu Ghraib, je pense que vous vous rappelez de ça, ça fait un scandale aux États-Unis. Parce que les Américains n'étaient plus habitués à ce type d'image. Alors qu'ils étaient abreuvés durant la guerre du Vietnam avec des corps, des décapitations, des hommes qui étaient effectivement à terre, c'était des Américains. Des fils, des pères, des jeunes hommes, etc. Et les Américains n'avaient pas l'habitude de voir ce genre
d'images et d'entendre la souffrance de leur djihad en direct comme ça. Donc, lorsque l'on pose effectivement l'attente du spectateur, l'attente de l'auditeur, l'attente du lecteur, c'est qu'il y a un attendu. Il y a un attendu donc des lecteurs, hein, des auditeurs, etc. Ça veut dire aussi qu'il y a une posture d'écoute qui demande à être interrogée. Pourquoi est-ce que l'on se met dans cette posture d'être complètement ouvert, de se laisser aller vis-à-vis de ce que l'on nous inculque, de ce que l'on nous dit? Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt, il y a un enjeu à mettre les auditeurs, à mettre le lecteur, à mettre le téléspectateur dans une situation de non-défense, d'être dans une situation de open mind, de tout entendre, d'adhérer à tout. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de mettre les gens dans cette posture-là. Donc, il y a certains qui emploient, comme je viens de le dire, le terme soft power et hard power pour marquer cet aspect de soumission à un discours, une idéologie. Hein? La soumission, on la retrouve, hein, on va dire, dans cette posture dans laquelle se place, dans laquelle est placé l'auditeur, le spectateur. Hein, on le soumet à de l'information. Alors, mais pour recentrer le débat, ton regard sur les médias francophones, par exemple France 24, RFI, TV5 Monde, alors, est-ce moi, que je tu dis penses qu'ils qu'ils sont dans cette démarche-là. fondés? Ils sont dans cette démarche-là. Ils sont dans cette volonté de soumettre. Tout à l'heure, j'ai introduit en vous disant qu'il existait sur le continent africain une presse qui était dédiée spécialement aux colons, aux personnes qui étaient implantées dans ces pays africains. Donc, ils savent très bien, comme l'a dit Thibault, il y a de l'information éducation où on éduque, où on donne de la vraie information pour pouvoir faire du business, et il y a de l'information pour dominer, pour mettre dans une situation l'auditeur, le téléspectateur, le lecteur. Il doit être sans défense. Et là, il y a un intérêt pour les dominants. Et je reviens effectivement à ça. C'est-à-dire que lorsque la France essaie de donner des leçons aux médias africains, elle veut leur faire comprendre justement qu'elle n'est pas dans une situation de légitimité pour pouvoir influencer ses lecteurs, influencer ses auditeurs. C'est-à-dire que si elle arrive à obtenir de ses auditeurs, de ses lecteurs, cette adhésion, cette façon de se laisser prendre, il se pose la question aujourd'hui, donc pour le ministère des Affaires étrangères, Afrique Média ou les médias africains, quel type de discours, une fois que le lecteur, une fois que le spectateur, une fois que l'auditeur est dans une situation de toute écoute, de open mind, il va adhérer à ce discours. Et on va se retrouver un peu comme la perte d'influence américaine au Vietnam. C'est-à-dire que la France va perdre la guerre par rapport donc à la population et qu'elle n'aura pas la domination sur ses auditeurs, sur effectivement ses spectateurs. Et c'est ça qui est vraiment véritablement l'enjeu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait un soft power sur le continent africain par l'intermédiaire de ces médias-là. Voilà. Ok, je pense à vous écouter que si maintenant il y a une certaine prise de position, je dirais, des téléspectateurs qui ne veulent plus, qui ne se reconnaissent plus dans les médias francophones comme Jeune Afrique, RFI ou France 24, etc. C'est parce que il y a une tendance maintenant à aller vers le panafricanisme, tout simplement, et à avoir un autre. Les téléspectateurs avec Internet, avec toute l'information qui est disponible, maintenant ont un autre regard, et je pense que ils sont moins naïfs qu'avant. Et ils ont plus d'informations dans les mains. Et ils voient qui manipule, qui tiennent les cartes. Et comme a dit aussi Afrique Média, il disait que maintenant sur les comptes Twitter de Jeune Afrique, par exemple, ils se font insulter parce que la population en a marre de cette désinformation. Et je pense que voilà, comme a dit Thibault, nos médias comme nous, là, notre chaîne panafricaine,
ou les autres médias comme Afrique Média auront plus de poids à l'avenir parce qu'il y aura une tendance à aller voir les informations qui ont un autre regard et qui sont plus authentiques, on va dire. Alors, Alors juste parce que là, ça fait quand même 1 heure qu'on discute, est-ce qu'on peut d'accord. passer au dessert? Comme ça, on Oui, peut conclure. je Ouais. voulais juste te dire que l'intérêt pour les oligarques d'avoir justement leurs médias, c'est justement non pas de l'information éducation, mais plutôt de l'information domination. Voilà. Voilà, passons au dessert maintenant. Sucré. Et le dessert, c'est pour nos abonnés. Qu'est-ce que vous leur conseillerez de lire, de goûter voilà, des belles lectures qui peuvent les enrichir. Alors, je te vois sourire à ton. Ouais, mais je vais mettre les pieds dans le plat. La Je vais petite mettre pointe les pieds dans sucrée le d'Aton. plat. Ouais. Je vais être contre, parce qu'on va tout de suite lire tout de suite le titre. Et ça La va Bible être, en procès voilà, de Dumbi Fakoli. de Dumbi Fakoli. Alors, Dumbi Fakoli, il nous fait quoi là? C'est tout petit à lire. Ça se lit vraiment très facilement. C'est un petit livre de poche, quoi. C'est un petit livre de poche, on peut même le lire allez, 40 minutes pour les gens qui sont pas dans le train, dans le métro, etc. La Bible en procès. Pourquoi la Bible en procès? Puisque Dumbi Fakoli s'est posé la question qu'en fin de compte, on était encore des peuples très aliénés. Et pour sortir de cette aliénation, faut se poser les vraies questions. Le négationnisme, comment on voit la Bible, la négrophobie, qui sont vraiment des questions d'aujourd'hui, l'islam, comment on peut la diffamation, comment on peut l'avoir. Et il prend plein d'extraits de la Bible et il nous dit que, non, finalement, on s'en sortira pas par là. Je sais que je mets les pieds dans le plat, je sais que ça va vexer certains, je sais que ça peut être très contradictoire, mais ici, on est en guerre. Donc, en fait, en gros, tu veux dire que la Bible, c'est pas la solution, quoi. C'est ça. pas la solution, Ok. mais pour ça, il faut lire ce petit ouvrage Ok. pour avoir vraiment la solution. En tout cas, lisez-le, la Bible en procès, c'est vraiment génial, et ça mérite d'être lu, c'est tout petit, et ça mérite. Parfait, merci à toi, Thibaut. Oui, donc pour le dessert, j'invite nos téléspectateurs à vraiment lire ce livre, c'est le mien, L'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Pourquoi? Parce que je dis que en ce qui concerne notre sujet de ce jour, c'est que de façon permanente, on a falsifié l'histoire par le mensonge. Et pour pouvoir approfondir ça, on passe par les médias. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de maintenir la domination, c'est à chaque fois de créer des systèmes pour pouvoir rendre ça perpétuel. Et qu'est-ce qui rend ça perpétuel? C'est les médias. C'est les médias qui rendent ça perpétuel. Donc j'explique un peu avec des exemples pour que les gens comprennent très bien de quoi il s'agit. Ça sert à quoi réellement ces médias? Dans un exemple, quand on voit par exemple les Noirs en Nouvelle-Calédonie, par exemple, automatiquement, que ce soit les journalistes ou tout le monde, pense que le Noir qui se retrouve en Nouvelle-Calédonie, il est arrivé là par le fait de l'esclavage. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a Ils pas étaient eu déjà là avant. d'esclavage. Ouais. Il y a eu la colonisation. Mais les Noirs étaient déjà là largement avant. De ce côté-là, ils y arrivent au XVIIe siècle. Les gens, ils étaient déjà là tranquillement, ils vivaient leur vie et tout ça. Donc, ils n'en avaient pas réellement besoin. Deuxième exemple, quand ils trouvent quelque chose de bien fait, notamment quand on a les grands temples d'Éthiopie, d'Égypte, quand les médias rapportent ça, ils nous disent qu'il y a un Portugais qui était passé par là, un architecte portugais qui est passé par là, qui a construit ces temples. Mais c'est un non-sens. Donc il faut expliquer tout ça, pour dire mais comment on arrive à faire passer ce genre de message de façon... ça passe de façon normale, alors que le bon sens nous dit mais c'est pas possible. Comment quelqu'un qui arrive dans un coin au 17e peut devenir le dépositaire de ce qui a été construit? Alors si ça va le faire, pourquoi l'a pas fait chez lui?
Pourquoi elle était obligée d'aller aussi loin pour le faire? C'est le même cas un peu partout. On trouve des Noirs au Japon. On dit, ah oui, mais ils sont arrivés là parce qu'il y avait l'esclavage et ils sont arrivés. Mais non, cette manière de faire, de falsifier l'histoire de façon permanente, il faut la détruire. Il faut mettre autre chose en place. Donc, ce livre, il faut absolument s'en procurer parce que là, vous avez pratiquement des explications sur toutes les thématiques qui nous touchent. Là où on essaie de mettre une graine pour pouvoir nous bousiller au final, mais cette graine, on l'enlève de l'intérieur. Donc c'est pour ça, l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen. Très bien, merci à toi. Tous les livres, dans tous les cas, tous les livres dont vous parlez sont dans la description. Pour finir, Hachensouk? Oui, alors moi, ce serait un petit ouvrage que j'aurais effectivement à conseiller. Encore une fois, donc on dit ici les choses, hein, on le dit avec nos mots, on dénonce, hein, et puis voilà, il est temps, et puis c'est aussi une nécessité à notre époque, hein, d'éviter effectivement d'être trop homogénéisé, excusez-moi. C'est Stéphane Hessel, H-E-2-S-E-L, qui a publié en 2010 un petit ouvrage qui s'appelle Indignez-vous. Ok. Donc c'est un ouvrage qui a été publié en 2010. Vous pouvez le trouver, donc attention, vous pouvez le trouver aux éditions Indigènes. Okay. Donc le principe, c'est l'indignation est toujours l'indignation qui permet un esprit de résistance. Donc posez-vous des questions, interrogez-vous, posez-vous, même les mauvaises questions permettent effectivement d'avoir aussi un éclairage pertinent. C'est très utile. Je pense que lorsqu'on voit Einstein, hein, donc le grand physicien, le grand astrophysicien, il a été effectivement là où les autres ne pensaient pas découvrir quelque chose. Et voilà, donc restez à l'écoute, restez éveillés. Merci à toi, merci à vous tous. Pensez bien sûr j'espère que le podcast vous a plu. Pensez à laisser le maximum de commentaires. Pensez à vous abonner à notre chaîne Goûter Panafricain. Pensez bien sûr à vous éduquer. L'éducation très très importante. Ça vous permettra d'avoir un esprit plus aiguisé et de ne pas vous faire manipuler comme on vient d'en parler aujourd'hui sur les médias. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Maximum de bonheur et on se retrouve très très vite pour un prochain contenu. Et voilà, laissez vos commentaires, laissez des likes, pensez à vous abonner. Et à la prochaine à vous tous et au revoir les panélistes. À la prochaine. Merci, bye bye.